faisait encore jour quand Maria se réveilla, à la même heure que d'habitude. La lumière de la lune brillait encore à travers les interstices des rideaux, et le silence sépulcral à l'intérieur de cette immense demeure contrastait avec la grandeur de l'architecture et des objets de luxe qui la composaient. Lorsqu'elle se levait de son petit lit dans la chambre des domestiques, elle emportait avec elle un sentiment mêlé de devoir et d'affection. Il y a des années, dans cette maison, elle n'était pas seulement une employée dévouée, mais la figure maternelle qui avait transformé un destin incertain en quelque chose de tendre et de précieux. Maria s'est changée avec soin, enfilant son uniforme impeccable. Il regarda un instant le petit scapulaire qui pendait autour de son cou, un objet qui lui donnait la force d'affronter les difficultés de la vie quotidienne. Il marchait d'un pas léger dans les couloirs, cochant mentalement les premières tâches de la matinée. Organiser la cuisine, préparer le petit déjeuner, s'assurer que tout était prêt avant le réveil du patron. Mais il y avait une raison plus importante que l'urgence des obligations domestiques. La véritable motivation de Marie pour commencer la journée n'était pas le travail en lui-même, mais le fait qu'un enfant attendait ses soins. Et pas n'importe quel enfant, mais Lucas, le fils qu'elle avait élevé pratiquement comme s'il était le sien. Lorsqu'il arriva dans la chambre qui avait été autrefois la chambre d'Amy, mais qui était la chambre de Lucas depuis 5 ans, il trouva le garçon de 5 ans dormant paisiblement. Sa respiration douce rappelait à Maria que toutes les difficultés en valèrent la peine. Il admira le visage innocent du garçon pendant quelques secondes, se rappelant comment ce lien s'était formé brusquement et douloureusement. Sentant l'affection maternelle fleurir dans sa poitrine, elle déposa un doux baiser sur le front du garçon, souhaitant pour elle-même que cette tranquillité dure pour toujours. Mais le tic-tac de l'horloge était impitoyable. Elle devait préparer le café à l'avance, organiser la salle à manger et s'assurer que tout était parfait pour la routine de la maison. Après tout, même si son patron Augusto n'avait presque pas de temps pour les repas de famille, si l'on peut appeler cette structure une famille, il était un homme méthodique et exigeait que le protocole soit maintenu. Augusto était un millionnaire qui avait bâti sa fortune à un rythme vertigineux, en investissant dans des entreprises à haut risque dans les secteurs de la technologie et de la finance. Sa détermination et, dans une certaine mesure, sa froideur dans la prise de décision faisaient de lui quelqu'un de craint, même par ceux qui travaillaient directement pour lui. Pour Maria, cependant, cela n'a jamais été un facteur intimidant au point de la faire renoncer à son affection pour Lucas. Il y avait de nombreux secrets stockés dans les longs couloirs de ce manoir. Alors que Maria descendait les escaliers, le bruit de ses pas résonna et elle se souvint de l'histoire de la façon dont elle était arrivée là. Au début, il fournissait des services à Cecilia, l'ex-femme d'Augusto, qui était tombée enceinte et avait besoin d'un soutien total dans ses tâches, car sa santé était fragile. Le salaire était attractif et les recommandations indiquaient que le couple Augusto et Cecilia avaient les ressources nécessaires pour payer tout ce qu'ils voulaient. Maria a ensuite emménagé dans le manoir, prête à s'occuper de toute la maison et à assister Cecilia dans les derniers mois de sa grossesse. Cependant, personne ne s'attendait à la tragédie qui allait se produire peu de temps après la naissance. Par une matinée froide, Cecilia a eu de graves complications lors de l'accouchement de Lucas. Même avec les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter, sa vie n'a pas duré. Et c'est à ce moment-là, absorbé par sa douleur et peut-être par sa propre incapacité à gérer le deuil, qu'Augusto a pratiquement laissé le bébé de côté. Pour ceux qui le connaissaient dans le monde des affaires, cela paraissait inconcevable. Après tout, Augusto était connu pour sa persévérance presque obsessionnelle. Mais la réalité a montré que, dans le milieu familial, il préférait l'éviter. La mort de Cecilia l'avait tellement affecté qu'il ne pouvait pas supporter de regarder Lucas sans se souvenir de la perte. C'est ainsi que Maria a pris l'enfant comme s'il s'agissait du sien, tandis qu'Augusto était plongé dans les exigences de ses entreprises. Il a déclaré que l'argent n'était pas un problème pour élever le garçon. Et en effet, ce n'était pas le cas.
Mais l'amour, la présence et l'affection n'existaient qu'à travers les bras et le cœur de Maria. En se rappelant ses souvenirs, Maria travaillait au fourneau, préparant un repas simple, mais préparé avec dévouement. Elle avait l'habitude d'organiser des tranches de pain, des fruits frais et une boisson au chocolat que Lucas adorait. Il savait qu'après 7 heures du matin, le garçon se réveillerait affamé et que pour lui, la table devrait ressembler à un banquet. Pour Augusto, le besoin était plus esthétique. Il était essentiel que tout soit à sa place, même s'il y mangeait rarement. Maria préparait souvent un plateau à emporter au bureau, où son patron passait la plupart de son temps. Quand il eut fini de tout ranger, il remonta à l'étage pour réveiller doucement Lucas. Il ouvrit lentement les rideaux, laissant la lumière entrer dans la pièce. Le garçon s'étira, cligna des yeux plusieurs fois, avant de concentrer son regard sur Maria. En la voyant, un sourire apparut immédiatement sur son visage, remplissant le cœur de la servante de tendresse. « Bonjour, mon ange », dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Bonjour, Maria », répondit Lucas, la voix encore un peu endormie. Ce simple échange de mots a été l'un des moments les plus doux de la journée. Maria a aidé le garçon à s'habiller en choisissant une chemise avec un imprimé aux couleurs vives et un short confortable. Pendant que Lucas se brossait les dents, elle le regardait dans le miroir, se demandant si elle aurait un jour le courage de raconter au garçon les détails de sa naissance et le manque d'affection de son père. Pour l'instant, je préfère le laisser cultiver une vision optimiste. Même s'il savait que la vérité finirait par frapper à sa porte, il gardait espoir qu'à ce moment-là, Augusto serait capable de changer de comportement et de se rapprocher de Lucas. Déjà dans la cuisine, le garçon dévorait les toasts et buvait le lait au chocolat, heureux de commencer une autre journée avec Maria. Pendant ce temps, Augusto descendait précipitamment les escaliers, vêtu d'un élégant costume gris. Il est passé devant moi, son dossier de travail dans une main et son téléphone portable dans l'autre. « Bonjour, monsieur Augusto », s'aventura Maria, la voix respectueuse. « Bonjour », répondit-il automatiquement sans quitter son téléphone portable des yeux. « Préparez le café, j'en prendrai une gorgée au bureau. » Lucas leva les yeux vers son père, mais Augusto ne se retourna pas. Le garçon baissa les yeux, essayant de cacher la tristesse qui émergeait. Maria s'en rendit compte et s'empressa de finir le plateau. Après avoir livré le plateau au patron, il revint et trouva Lucas l'air pensif. Pour le distraire, elle a commencé à parler des activités scolaires, emmenant le garçon dans un endroit sûr, émotionnellement parlant. Et la matinée s'est déroulée ainsi, sans surprise majeure, sans joies évidentes, mais aussi sans confrontation. Ce que Maria ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le bureau d'Augusto était le théâtre d'une préoccupation très grave. Il était au téléphone avec ses conseillers, discutant d'une crise qui se développait dans l'entreprise. Il s'agissait d'un investissement risqué et maintenant, le rendement était compromis par des changements inattendus sur le marché. La tension ressentie par Augusto se reflétait dans son discours. « Je veux que vous passiez en revue chaque clause de ce contrat », dit-il en serrant fermement le téléphone. « Il faut trouver une échappatoire, sinon cela nous entraînera dans le gouffre. » De l'autre côté, la voix du conseiller semblait inquiète mais obéissante. Augusto a mis fin à l'appel et est resté silencieux pendant un moment, regardant la tasse de café sur la table. 1001 idées lui traversèrent l'esprit pour contourner le problème. Deal, fusion, vente d'actifs. L'orgueil ne lui permettait pas d'accepter la faillite, mais la réalité des factures approchait, obstinément. Il prit une profonde inspiration en pensant à Lucas. Après tout, il était son seul héritier. Mais ce souvenir lui apportait plus de douleur que de soulagement, car il n'avait jamais établi de véritable lien avec le garçon. Pourtant, quelque chose en lui disait qu'il devait prendre soin de l'avenir de l'enfant, même si ce n'était que d'un point de vue financier. Ce jour-là, des heures passèrent sans que Maria ou Lucas n'aient de nouvelles d'Augusto. Le patron était sorti déjeuner, occupé avec des réunions et encore des réunions. Maria, à son tour, en a profité pour apprendre à Lucas
comment préparer un petit biscuit au beurre dans la cuisine. Alors que l'enfant essayait de mélanger la pâte, il riait et répandait de la farine sur le comptoir, créant une douce scène qui réchauffait le cœur de tous ceux qui se trouvaient à proximité. C'est cette simplicité qui rendait leur relation si spéciale. Quand la nuit est tombée, Maria a mis Luca au lit et lui a raconté une histoire pour s'endormir. C'était une histoire de super-héros inventée sur le champ, mais capable de susciter le rire et les regards curieux du garçon. Finalement, alors que Luca avait déjà sommeil, elle se leva, éteignit la lumière et partit en fermant soigneusement la porte. La routine se répétait chaque jour, mais il y avait un sentiment d'intégralité dans chaque détail qu'elle offrait au garçon. Dans les pensées de Maria, elle était certaine que, même si elle n'était pas la mère biologique de Luca, l'amour qu'elle avait pour lui était authentique. Quelques jours plus tard, Augusto a convoqué une réunion avec son avocat et un conseiller en images. Il pensait qu'en explorant le récit d'un père qui a perdu sa femme et s'est occupé seul de son fils, il pourrait peut-être susciter l'agitation publique et attirer des investissements ou des partenariats qui atténueraient la crise financière. Mais pour que cela fonctionne, il fallait montrer au monde un lien qui n'existait pas dans la pratique. L'avocat l'a averti que cela pourrait se retourner contre lui si la vérité était révélée. Augusto, cependant, était obsédé par l'idée de reconstruire son entreprise et de maintenir son statut. Le monde des affaires adore les histoires de dépassement familial, justifia Augusto d'un ton froid. Si nous savons vendre ce côté émotionnel, cela pourrait être le coup de pouce dont nous avons besoin. L'idée était d'organiser un grand événement caritatif, avec Luca comme symbole principal d'une noble cause, peut-être quelque chose en rapport avec les enfants orphelins ou à risque. Augusto embauchait des photographes, des journalistes et des influenceurs. Il s'agirait d'un spectacle destiné au marché, mais vendu comme un acte humanitaire. Maria ne s'en est rendu compte qu'en trouvant des cartons remplis d'affiches et de brochures dans la zone de service. Parmi les cartons se trouvait une maquette de bannière avec une photo de Luca souriant, accompagnée d'un texte émouvant invitant les gens à faire un don à une fondation qui vient en aide aux enfants. Cela provoqua chez Maria un tel malaise qu'elle dut s'asseoir. « Mon Dieu, pourquoi fait-il ça ?» murmura-t-elle, anticipant déjà le tourbillon d'inquiétude qui allait arriver. Le plus déconcertant était de voir le visage innocent de Luca, représenté comme s'il était un garçon orphelin de tout, alors que Maria savait que, oui, il avait perdu sa mère biologique, mais qu'il n'était pas sans amour, elle-même l'aimait inconditionnellement. Se pourrait-il qu'Augusto ait voulu profiter de cette tragédie à des fins commerciales ? J'avais besoin d'être sûr avant de juger, mais le patron n'a pas laissé beaucoup de place à la discussion. Cette même nuit, il réunit Maria, Luca et quelques employés de la maison dans la salle principale et annonça sans détour qu'un grand événement y aurait lieu et que chacun devait contribuer à en faire un succès. Luca, qui ne connaissait rien aux campagnes publicitaires ou aux stratégies marketing, s'est enthousiasmé, imaginant qu'il s'agissait d'une fête amusante. Maria, de son côté, avait une expression inquiète, mais n'a pas affronté Augusto à ce moment-là. Pour elle, le plus important était de protéger Luca. Des scènes lui traversèrent l'esprit. Des journalistes, des caméras et des inconnus qui demandaient des nouvelles du garçon. Comment cela vous affecterait-il ? Cela soulèverait-il des questions qu'il n'était pas encore prêt à poser ? Maria espérait toujours garder ce secret, que son père l'avait pratiquement méprisé au début, caché jusqu'à ce que Luca soit capable de l'assimiler. Dans les jours qui suivirent, le manoir devint le théâtre de préparatifs frénétiques. Les camions déchargent du matériel de sonorisation, d'éclairage et de décoration. Une équipe spécialisée a assemblé les structures dans le jardin et dans la grande salle centrale. Des meubles à boissons, des tables luxueuses et des compositions florales sont apparues partout. Cela ressemblait plus à un gala qu'à un événement caritatif.
Maria a fait de son mieux pour éloigner Lucas de ce désordre, en l'emmenant se promener dans le parc ou en l'aidant à faire ses devoirs dans sa chambre. Pourtant, il n'y avait aucun moyen d'échapper aux curieux et aux mouvements intenses qui envahissaient les lieux. La veille de l'événement, un tailleur est arrivé avec des vêtements spéciaux pour Lucas et Augusto, qui seraient les hôtes de la soirée. Maria, regardant de loin, vit Augusto examiner un smoking très cher, tout en demandant au tailleur d'ajuster quelques détails sur le pantalon du garçon. Lucas était ravi de la tenue, mais ne comprenait clairement pas ce qui motivait toute la production. Peu de temps après, Maria a été appelée au bureau d'Augusto. Son cœur s'emballa. Elle ne savait pas si elle était sur le point d'être renvoyée ou si elle allait entendre quelque chose d'encore plus dérangeant. « Maria, j'ai besoin que tu gardes Lucas de bonne humeur pendant l'événement. Assurez-vous qu'il sourit pour les photos et soyez poli avec les invités. Évite de le laisser dire quelque chose de stupide ou d'inapproprié, tu sais, dit Augusto avec sa froideur caractéristique. Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux, répondit-elle, contenant son indignation. Excellent. Et habillez-vous convenablement. Je ne veux pas que mon fils soit avec quelqu'un qui semble n'être qu'une simple domestique. Je te fournirai également une robe. J'ai besoin que tu te présentes de manière respectable pour l'occasion. Maria hocha la tête. Mais il était impossible de ne pas remarquer la manière péjorative dont il faisait référence à son uniforme de femme de chambre. Elle est partie avec un sentiment doux amer. D'un côté, peut-être qu'avoir une belle tenue et pouvoir être proche de Lucas était une chose positive. D'un autre côté, elle se sentait utilisée, comme si elle n'était qu'un accessoire de plus dans le grand spectacle d'Augusto. Le jour J, le manoir était méconnaissable. Des lumières vives illuminaient la façade, se reflétant sur les colonnes de marbre et les vitres des fenêtres, tandis qu'un tapis rouge s'étendait du trottoir jusqu'à la porte d'entrée. Les voitures de luxe arrivaient les unes après les autres, et des hommes et des femmes en tenue élégante défilaient dans les allées, se saluant avec des sourires formels. Maria gardait Lucas à ses côtés, avec précaution, pour qu'il ne se perde pas dans cette mer d'étrangers. La robe qu'on lui avait fournie était simple mais élégante, et elle se sentait étrangement en dehors de son rôle habituel. Augusto était entouré de personnes importantes, d'hommes d'affaires, de personnalités politiques et de quelques personnalités liées à des actions sociales. Plusieurs personnes vinrent le voir pour louer son initiative et Augusto répondit à chacun avec une fausse modestie, comme si toute cette action était le fruit de son cœur attentionné et paternel. À plusieurs reprises, les caméras ont été positionnées devant lui et Lucas. Le garçon, suivant les recommandations de Maria, gardait un sourire poli, même s'il était clairement mal à l'aise. Je ne comprenais même pas pourquoi il y avait autant de photos. À un moment donné, un journaliste est apparu et a essayé d'interviewer Lucas directement, en lui posant des questions comme « Que pensez-vous du fait que votre père aide autant d'enfants ?» Maria courut pour intervenir, mais Augusto lui attrapa le bras, indiquant qu'il voulait que Lucas réponde. Le garçon devint nerveux, bégaya et dit, avec la sincérité d'un enfant, « Mon père ne passe pas beaucoup de temps avec moi, mais je trouve ça vraiment beau. » Le commentaire a braqué les projecteurs sur Augusto, et pendant une seconde, il a semblé déséquilibré. Il a tenté de cacher son malaise en félicitant son fils et en le prenant dans ses bras dans une fausse étreinte, quelque chose de si visiblement mis en scène que même les journalistes les plus condescendants se regardaient bizarrement. Mais comme il s'agissait d'un événement caritatif, la plupart des questions difficiles ont été évitées. Ceux qui étaient là étaient venus en quête d'un récit édifiant et n'avaient aucune envie de démasquer l'animateur millionnaire. Maria sentit sa poitrine se serrer à chaque sourire forcé qu'elle voyait sur les lèvres de Lucas. Parmi les invités, il y avait des gens avec des regards critiques et elle remarqua des murmures sur l'identité de la femme à côté du garçon. Certains pensaient qu'elle était une tante ou une proche parente. D'autres murmuraient qu'elle était peut-être une sorte de tutrice.
Personne n'avait même envisagé que Maria était la servante qui, en réalité, avait élevé le garçon depuis sa naissance. Au milieu de l'événement, un homme d'affaires étranger, important investisseur dans la technologie, s'est approché d'Augusto et, en anglais, a commencé à le féliciter pour son initiative. Maria, qui ne parlait pas la langue, comprenait peu, mais remarqua l'expression de satisfaction sur le visage d'Augusto. Au vu du ton de leurs gestes et de leurs sourires, on aurait dit qu'ils étaient en train de conclure une affaire. La scène a confirmé les soupçons de Maria. Cet événement avait moins pour objectif de faire preuve de solidarité que d'attirer des investisseurs. Elle a essayé de contenir le tourbillon de sentiments en se concentrant sur la protection de Lucas, qui à ce stade voulait juste se retirer pour jouer avec son ours en peluche ou dormir. À un certain moment, il y a eu une cérémonie officielle d'inauguration de la supposée fondation de soutien aux enfants, créée par Augusto. Le millionnaire est monté sur scène et a parlé de l'importance de prendre soin des enfants qui n'ont pas de famille, en utilisant des exemples vagues et émotionnels. Il a mentionné sans citer de nom le fait qu'il a perdu sa femme bien-aimée en couche et qu'il a dû s'occuper seul de son fils, affirmant qu'il comprend la douleur de nombreux enfants qui se sentent orphelins. Maria entendait tout de loin, la gorge nouée. Lucas, assis au premier rang, regardait Augusto avec un mélange d'admiration et d'étrangeté. Après tout, il ne reconnaissait pas dans cet homme lointain le père affectueux que son discours prêchait. Après avoir fini de parler, Augusto a invité Lucas sur scène et, sous les applaudissements, a soulevé le garçon dans ses bras pour que tout le monde puisse voir cet exemple de dépassement. Mais au moment où Lucas regarda Marie, ses yeux se remplirent de larmes et l'enfant ne put contenir un cri timide qui se transforma bientôt en sanglots. Il ne comprenait pas pourquoi il était présenté de cette façon. Le public a réagi avec une certaine émotion, mais pour Maria, cette scène a été dévastatrice. Cela lui brisait le cœur de voir Lucas exposé ainsi, avec des flashs partout. Après cette brève agitation, le maître de cérémonie a annoncé qu'il y aurait une courte pause cocktail, et les invités ont commencé à se disperser. Maria courut prendre Lucas dans ses bras, le réconfortant. Pendant ce temps, Augusto arrivait derrière, agacé, la grondant pour avoir laissé l'enfant devenir incontrôlable. « Je t'avais dit d'éviter ce genre de scène. Où avais-tu la tête ?» cria Augusto en regardant Maria avec un air de supériorité. « Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est qu'un enfant, » répondit Maria presque en larmes. « Il ne sait pas comment gérer une telle exposition. Tu ferais mieux de t'y habituer, c'est sa vie, et tu dois faire ton travail. » À ce moment-là, Maria ne pouvait plus se contenir. La colère et la douleur se mêlèrent, et elle décida de l'affronter fermement, mais discrètement. « Mon travail est de prendre soin de lui et de veiller à son bien-être. Ne l'exposez pas comme vous le faites, comme s'il s'agissait d'un trophée. » Augusto, furieux, ouvrit la bouche pour répondre avec quelque chose d'encore plus dur, mais fut interrompu par l'un des investisseurs qui arriva pour demander à lui parler. Il a dû se contenir, laissant Maria avec Lucas. L'aube est arrivée et l'événement s'est terminé. De nombreux invités sont repartis avec l'impression que le millionnaire était un homme au cœur noble. Mais dans les coulisses, Maria et Lucas vivaient un drame personnel. Une fois le silence revenu dans la maison, Marie a endormi le garçon en lui chantant une chanson douce pour le calmer. L'enfant s'est endormi dans ses bras, épuisé et vidé émotionnellement. Maria, à son tour, se rendit dans sa chambre et laissa couler ses larmes, se souvenant de Cecilia et de la façon dont tout aurait pu être différent si la mère de Lucas était en vie et si Augusto avait eu une once de véritable empathie pour son propre fils. Les jours suivants furent tendus. Une partie de la presse a commencé à aimer l'idée de faire d'Augusto une sorte d'ambassadeur pour les enfants défavorisés. Il a donné quelques interviews, répétant toujours le récit selon lequel, après la mort de sa femme, il s'est consacré à élever son fils avec un amour inconditionnel et que cet amour a débordé dans ses actions philanthropiques.
Maria a dû lutter contre sa propre indignation pour maintenir le professionnalisme au sein de la maison, en suivant ses devoirs. Il s'éclipsait souvent dans la chambre de Lucas et laissait le garçon jouer dans le jardin, loin des nouvelles et des ragots qui se déroulaient. Cependant, entre les réunions, les interviews et les tentatives de dissimuler la vérité, Augusto a dû faire face à des problèmes financiers de plus en plus graves. L'entreprise croulait sous les dettes et les nouveaux investissements n'étaient même pas arrivés à temps. Un après-midi pluvieux, il convoque son avocat et un assistant pour discuter de mesures désespérées. Au manoir, plus précisément au bureau, Augusto a entendu de l'avocat que la situation était au bord de l'insolvabilité. Il devrait commencer à vendre des propriétés, y compris peut-être le manoir lui-même. Le visage du millionnaire se tordit dans une expression de fureur et de désespoir. « C'est inacceptable. J'ai travaillé toute ma vie pour atteindre ce que j'ai. Je ne peux pas tout perdre maintenant », cria-t-il en frappant du poing sur la table. L'avocat a tenté de le calmer, mais il a dû faire face à une dure réalité. Si Augusto ne trouvait pas un moyen d'injecter rapidement du capital, les dettes pourraient être saisies à tout moment. N'ayant nulle part où aller, il eut une idée sombre qui, bien que n'étant pas exactement illégale, frisait l'inacceptable moralement. Il se souvient que Lucas était sa façon d'accéder au côté humain qui suscitait l'empathie du public et des partenaires potentiels. J'avais besoin d'intensifier la stratégie. Peut-être une apparition de Lucas dans des émissions de télévision racontant l'histoire émouvante de la perte de sa mère et de son dépassement avec son père dévoué. C'était risqué, car l'enfant était encore très jeune et pouvait facilement laisser échapper des vérités dérangeantes. Mais pour Augusto, ce serait un geste définitif. Il envoya ensuite chercher Maria, qui se présenta au bureau, l'air légèrement nerveuse. Chaque fois qu'on l'appelait, c'était parce qu'il y avait un gros problème. Augusto, après avoir essuyé la sueur de son front avec un mouchoir, est allé droit au but. « J'aurais besoin que Lucas participe à une série d'interviews, notamment dans une émission matinale très populaire. Vous l'accompagnerez bien sûr et veillerez à ce que tout se passe bien. Compris ?» Maria déglutit difficilement. Il a essayé de faire valoir que le garçon n'était pas prêt à voir autant de caméras, qu'il était timide et que cela ne serait pas bon pour lui. Mais Augusto l'interrompit en haussant la voix. « Ce n'est pas une demande, Maria, c'est un ordre. Est-ce que je te paie ton salaire ou pas ?» Elle hésita, regardant le sol avant de répondre, la voix tremblante. « Oui, monsieur. » La peur de perdre son emploi et, par conséquent, de s'éloigner de Lucas, a fait taire toute indignation à ce moment-là. Et, en fait, Marie ne savait pas ce qu'il adviendrait d'elle et du garçon si elle était renvoyée. Lucas deviendrait juste un autre objet manipulé par son père. Sans elle, qui s'occuperait des sentiments du garçon? Il accepta donc, retenant la colère et le ressentiment dans sa poitrine. La préparation de l'entretien a été encore plus pénible que le grand événement au manoir. Des conseillers en images entouraient Maria et Lucas, leur expliquant ce qu'ils devaient ou ne devaient pas dire, comment se comporter, comment sourire au bon moment. Maria a détesté chaque seconde de cette expérience. Pendant ce temps, Lucas avait l'air confus, sentant la tension dans l'air, mais ne comprenant pas vraiment pourquoi cela se produisait. Lorsque le jour est enfin arrivé, ils ont été conduits dans un studio de télévision où un présentateur célèbre les attendait pour une conversation touchante. Dans le vestiaire, Lucas jouait distraitement avec une poupée de super-héros, tandis que Maria ajustait ses vêtements. De temps en temps, elle voyait les yeux du garçon se tourner vers elle avec une lueur d'incertitude, comme s'il demandait une explication. Elle passa simplement sa main dans les cheveux du garçon, dans un geste de protection silencieuse. Peu de temps après, le producteur a annoncé qu'il serait à l'antenne dans quelques minutes. Maria sentit son cœur s'emballer. J'avais besoin de garder le contrôle. S'il perdait son sang-froid, cela pourrait provoquer une fureur encore plus grande chez Augusto et, pire, nuire à Lucas. Le temps est venu.
Les projecteurs se sont braqués sur le présentateur qui a fait une brève introduction louant la gentillesse d'Augusto et sa nouvelle fondation pour soutenir les enfants. Il a ensuite fait monter sur scène le grand inspirateur de tout, le petit Luca, accompagné de Maria, la gentille dame qui l'a aidé dès son plus jeune âge. Augusto a préféré ne pas apparaître immédiatement, laissant Luca et Maria sous les projecteurs. Le présentateur, avec une attitude paternaliste, a commencé à demander au garçon ce que c'était que de vivre dans un si grand manoir, ce qu'il ressentait en étant le fils d'un homme aussi occupé. Luca répondit timidement, prononçant quelques phrases décousues, mais regardant toujours Maria pour obtenir son approbation ou son soutien. Elle essaya de le rassurer avec ses yeux. À un moment donné, le présentateur a demandé « Luca, ta maman te manque ?» Le petit garçon resta silencieux quelques secondes, quelque peu confus. Il savait seulement que sa mère était décédée. Maria posa sa main sur l'épaule du garçon et répondit prudemment « Tu lui manques, oui, mais il était très jeune, il a à peine eu l'occasion de la rencontrer. » Un murmure d'émotion a envahi l'auditoire et le présentateur a tenté d'explorer le drame encore plus loin. « Et comment ça a commencé, Maria? Tu es avec lui depuis l'hôpital, n'est-ce pas ?» Ces mots firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac de Maria. C'était l'occasion de dire la vérité ou de continuer la mascarade. Il se rappela qu'il pourrait tout gâcher s'il révélait à quel point Augusto avait ignoré le garçon au début. Cependant, son cœur était lourd. Il sentit sa gorge s'assécher. D'une voix brisée, il répondit « Oui, je suis avec Luca depuis son premier jour de vie. Sa mère était une personne merveilleuse, mais malheureusement, elle l'a quitté très tôt. Depuis, j'ai fait de mon mieux pour lui donner tout l'amour qu'il mérite. » Le présentateur s'est penché en avant, comme s'il s'apprêtait à lui soutirer une confession. Et son père, Monsieur Augusto, comment s'est déroulé tout ce processus? Maria hésita encore. S'il disait la vérité, il risquerait tout, y compris sa présence continue dans la vie de Luca. Elle a décidé de protéger le garçon et, d'une certaine manière, elle-même. Monsieur Augusto était très ébranlé à l'époque, mais avec le temps, il s'est remis sur pied pour prendre soin de son fils du mieux qu'il pouvait. Cela ressemblait à une réponse diplomatique, mais pas entièrement fausse. Le présentateur, se rendant compte qu'il n'obtiendrait pas plus que cela, a appelé Augusto sur scène, qui est entré sous les applaudissements. Il embrassa le front de Luca dans un geste calculé et s'assit à côté de lui, prenant la main de l'enfant avec une proximité inhabituelle. L'interview s'est poursuivie, pleine de questions vantant les prétendues vertus d'Augusto en tant que père et entrepreneur. Il a utilisé chaque réponse pour parler de sa nouvelle fondation et de l'importance de donner. Maria regardait avec un mélange de soulagement de ne pas avoir été obligée de révéler quoi que ce soit et de colère d'avoir vu cette performance. Dans le public, certaines personnes étaient vraiment émues. Des larmes sont apparues sur les visages de certains téléspectateurs lorsqu'ils ont vu l'histoire de dépassement de ce père et de son fils. Et c'est cet effet qu'Augusto recherchait. À la fin de l'émission, il a salué la présentatrice et a remercié Maria devant tout le monde, la serrant même dans ses bras en public, comme si elle était une mère d'accueil honorable. Cette scène ne correspondait certainement pas à la façon dont il la traitait loin des caméras, mais Maria s'est laissée emporter par ce geste, car elle savait qu'à chaque démonstration d'affection, le monde était encore plus trompé. Il se sentait mal, mais si cela signifiait assurer à Luca une vie sûre, c'était peut-être le prix qu'il devait payer. Après cette interview, l'image d'Augusto a grimpé en flèche dans les médias, et il a réussi à attirer un investisseur disposé à couvrir une partie des dettes, à condition qu'il développe l'entreprise et qu'il implique davantage de projets sociaux. Au début, cette nouvelle devrait être bonne. Mais cela posait un autre problème. Augusto se rendait compte que plus il montrait Luca et cette fausse scène de famille heureuse, plus il pouvait progresser dans les accords. Maria a commencé à remarquer un schéma.
Chaque fois qu'Augusto organisait une réunion importante, Lucas était mentionné comme faisant partie de l'équation, comme une sorte d'atout émotionnel. Cela a blessé la conscience de la femme de chambre. Il avait le sentiment que, petit à petit, le garçon était exploité de manière flagrante. Au fil des semaines, Lucas a commencé à montrer des changements de comportement. Certaines nuits, il se réveillait en pleurant, sans savoir pourquoi. Dans d'autres cas, il faisait des cauchemars et appelait Maria, lui demandant de ne pas le quitter. L'enfant était forcé de participer à des événements ou à des réunions, habillé comme s'il était un bibelot. Il n'y avait pas de place pour qu'il soit simplement un enfant normal. Maria essayait de se rattraper en jouant avec lui pendant son temps libre, mais elle remarqua que son sourire n'était plus le même. Les rires étaient plus rares. Au fond, l'enfant ressentait la fausseté et la pression. Un jour, alors qu'ils sortaient d'un centre commercial où ils avaient acheté de nouveaux vêtements pour une énième apparition publique, Lucas demanda à Maria avec un sérieux inhabituel pour son jeune âge: « Maria, pourquoi mon père n'est affectueux avec moi que lorsque les gens regardent ?» La question résonna comme un éclat d'obus. Maria a essayé de formuler une réponse qui ne détruirait pas l'image de son père, mais elle ne voulait pas non plus mentir de manière flagrante. « Je pense qu'il ne sait toujours pas comment le montrer quand ils sont seuls, » dit-elle en essayant de paraître douce. « Tu sais toujours prendre soin de moi. J'aimerais qu'il soit comme ça aussi, » répondit le garçon d'une voix triste. Le cœur de Maria se serra. Il a dû se retenir de pleurer devant l'enfant. Elle passa son bras autour de lui et continua de marcher, essayant de transmettre un sentiment de sécurité qui lui manquait également. La lourde routine s'est poursuivie jusqu'au jour où la crise tant redoutée a atteint son paroxysme. Malgré l'aide financière et la nouvelle image d'Augusto, les dettes sont devenues incontrôlables. La pression des créanciers s'est accrue. Plusieurs procédures judiciaires furent ouvertes contre l'entreprise et Augusto, se retrouvant acculé, perdit son sang-froid et commença à commettre des erreurs de gestion. Les réunions sont devenues de véritables champs de bataille. L'avocat lui a suggéré de déclarer faillite et de céder une partie de ses biens pour rembourser ses dettes. Parmi les biens se trouvait le manoir. Lorsque la nouvelle parvint à Maria, elle s'inquiéta non seulement de son propre avenir, mais surtout de celui de Lucas. Où irait-il? Augusto était de plus en plus explosif et hostile. Un après-midi, il revint d'une réunion avec un regard lointain dans les yeux, entra dans la chambre de Lucas, quelque chose qu'il faisait rarement, et resta là, regardant le garçon jouer avec des blocs de construction sur le tapis. Lucas leva les yeux et lui fit un sourire timide, mais il ne courut pas pour serrer son père dans ses bras, comme cela serait naturel s'il y avait une réelle affection et une réelle proximité. Augusto resta là quelques secondes, immobile. Puis il soupira, tourna le dos et partit sans rien dire. Maria observait tout à travers la fente de la porte. Il la poursuivit pour lui demander si tout allait bien. Elle le trouva dans le couloir, l'air plus vulnérable que jamais. Elle a eu le courage de parler. « Monsieur Augusto, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre tête, mais si vous avez besoin de quelque chose... » Il la regarda avec un air de frustration et de mélancolie, différent de sa froideur habituelle. « Le pire va arriver, Maria. Je perdrai presque tout ce que j'ai construit. Et maintenant je me rends compte que je n'ai rien, pas même un fils qui me voit comme un vrai père. » Marie ressentit un éclair de compassion. Pendant des années, elle avait nourri une colère silencieuse envers cet homme qui, même s'il était absent, était responsable de la douleur de Lucas. Mais, à ce moment-là, il a compris qu'il y avait aussi un être humain qui souffrait, même s'il y avait beaucoup d'erreurs. Il pensa dire quelque chose pour le consoler, mais il ne trouva pas les mots pour réparer la rupture entre lui et son fils. Augusto se reprit rapidement, marmonna quelque chose d'inaudible et continua son chemin. Quelques jours plus tard, ce que tout le monde craignait se produisit. La décision du tribunal obligea Augusto à mettre le manoir en vente. La nouvelle a été rapportée dans les médias comme un scandale, car le père dévoué et millionnaire était dans le viseur des créanciers.
La presse a commencé à se demander si tous ces événements caritatifs n'étaient pas seulement une façade. La situation est devenue insupportable. Pour Maria, c'était l'incertitude sur l'avenir de Luca qui pesait le plus. Elle avait peur que, par un coup du sort, Augusto la renvoie définitivement ou, pire, décide de se débarrasser du garçon. L'après-midi où l'huissier s'est présenté pour vérifier les biens du manoir, Maria a accueilli Luca et s'est enfermée dans sa chambre, essayant d'atténuer l'impact. À un moment donné, on a entendu la voix élevée d'Augusto se disputer avec l'avocat. « Je ne vais nulle part sans mon fils. J'ai déjà tout perdu, mais je ne perdrai pas ça aussi. » C'était une surprise pour Maria. Se pourrait-il qu'Augusto ait finalement ressenti le poids d'être sans Lucas? Une étrange tension flottait dans l'air. Quand tout devint silencieux, Maria prit courage et descendit. Il trouva Augusto assis sur le canapé, la tête entre ses mains. La grandeur de cet homme semblait désormais réduite en poussière. Ne sachant pas comment entamer la conversation, Maria s'approcha. « Monsieur Augusto, qu'avez-vous décidé à propos du manoir ?» Il leva ses yeux fatigués et la regarda. « Il va falloir qu'on sorte d'ici. On m'a donné un délai pour quitter la propriété. Je cherche déjà un autre endroit où vivre, mais j'ai besoin que tu continues à prendre soin de Luca, Maria. Il ne peut pas être sans toi. » C'était inattendu. Même si Maria voulait protéger le garçon, la perspective que tout le monde vive sous un autre toit, dans une situation de tout recommencer, était effrayante. Elle n'avait nulle part où aller si elle était renvoyée. Et elle ne pouvait pas non plus supporter l'idée de perdre contact avec Luca. Peut-être qu'un nouveau départ pourrait être une chose positive. Peut-être que dans une maison moins imposante, le garçon aurait plus de chances de se rapprocher de son père et de vivre une vie ordinaire. Alors Maria hocha la tête. « Je suis prêt à continuer à ses côtés, monsieur, tant que c'est pour le bien de Luca. » Augusto prit une profonde inspiration et esquissa un sourire triste. C'était peut-être la chose la plus proche de la gratitude qu'il ait jamais montrée à Mary. C'est ainsi que les étapes du changement ont commencé. Les meubles ont été vendus aux enchères ou envoyés dans un entrepôt. De nombreux employés ont été licenciés. Maria et Luca sont restés au manoir jusqu'au dernier jour, emballant leurs valises et leurs souvenirs. Le garçon, confus, demanda ce qui se passait. « On part ? Mais où aller ?» Maria a essayé d'expliquer de manière simple « Il est temps de vivre dans un endroit plus petit, mais où nous pouvons être plus proches les uns des autres. Ne t'inquiète pas, j'irai avec toi. » Au fond, elle voulait aussi croire que ce changement serait l'occasion de construire une coexistence plus humaine et moins théâtrale. Finalement, la veille du départ est arrivée. L'immense manoir, autrefois plein de fêtes et de flashs, était désormais silencieux, avec des cartons éparpillés un peu partout et des pièces vides. Maria a fini d'endormir Luca. Elle s'assit à côté de lui sur le lit et lui caressa les cheveux. Le garçon la regarda dans les yeux et demanda « Tu me promets que tu ne me quitteras jamais ?» La question a blessé l'âme de Maria. Durant toutes ces années, elle avait été la seule présence stable dans la vie de l'enfant. Elle lui prit la petite main et répondit « Jamais, je te le promets. » Luca sourit et s'endormit finalement. Maria s'est rendue dans sa chambre provisoire. La sienne avait déjà été complètement démontée et a essayé de dormir quelques heures. Cependant, l'insomnie s'est emparée d'elle et elle n'arrêtait pas de se souvenir de tout ce qui s'était passé depuis la mort de Cecilia jusqu'à ce moment-là. J'ai imaginé à quoi ressemblerait le prochain chapitre de cette histoire, dans une maison plus petite, avec un père qui sait, pourrait se rapprocher de son fils. En même temps, il craignait qu'Auguste ne revienne à sa froideur habituelle s'il récupérait sa fortune. Le lendemain matin, Augusto, Maria et Luca quittèrent le manoir. La nouvelle demeure était une maison de la classe moyenne supérieure, toujours confortable, mais beaucoup plus modeste que le luxueux domaine. Sans autant de pièces et d'ostentation, il était plus difficile pour un père qui ne voulait pas affronter son fils de s'échapper. Une fois installé, Augusto a insisté pour garder Maria dans la maison,
mais a renvoyé presque tout le reste de l'équipe, prétextant qu'il ne pouvait pas se permettre autant d'employés. En pratique, il a fini par créer un environnement où il serait obligé de voir Lucas plus souvent. Il n'y avait pas de longs couloirs dans lesquels se cacher, pas de bureau éloigné dans lequel s'enfermer toute la journée. Au cours des premières semaines, Augusto a essayé de rétablir sa vie financière en travaillant à distance sur de nouveaux projets, toujours au téléphone ou sur ordinateur. Maria s'occupait de tout, du ménage au repas, tout en essayant de faire attention à Lucas. Le garçon, à son tour, semblait bien s'adapter au changement, même s'il manquait quelques espaces pour jouer. Mais d'un autre côté, il avait plus accès à son père, même si Augusto était tendu et inexpérimenté dans les relations avec la famille. Un après-midi, Maria était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit des rires venant du salon. Il reconnut la voix de Lucas et, à sa grande surprise, celle d'Augusto. En regardant à travers la fente de la porte, il trouva l'homme assis sur le sol, aidant Lucas à assembler un puzzle. Une scène qu'il n'avait jamais vue dans le vieux manoir. Le garçon expliqua avec enthousiasme comment assembler les pièces, et Augusto le suivit, riant parfois de son propre manque de compétences. Maria sentit sa poitrine se réchauffer. Il semblait que, sous la pression réduite d'un environnement moins luxueux, mais aussi moins oppressant, quelque chose d'authentique émergeait. Regardant sans se faire remarquer, elle vit Augusto lever les yeux vers Lucas et dire « Je suis désolé de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec toi avant. » Lucas, avec l'innocence d'un enfant, sourit simplement. « Pas de problème, maintenant on peut jouer, n'est-ce pas ?» Augusto lui rendit son sourire, un sourire que Maria n'avait jamais vu sur son visage. Cette scène valait tous les sacrifices. Même si ce n'était pas une fin définitive, cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau et de plus sain. Le temps passa et Augusto s'autorisa peu à peu de petits gestes de proximité envers son fils. Parfois, j'invitais Lucas à aller se promener sur la place du quartier. Maria, satisfaite, laissa de l'espace, car elle savait que la relation entre les deux avait besoin d'intimité pour s'épanouir. Cependant, le fantôme des dettes et de l'incertitude professionnelle d'Augusto subsistait toujours. Alors qu'il tentait de trouver un nouvel emploi ou d'investir dans un projet moins risqué, sa situation financière était à sa limite. Maria a remarqué que l'homme était inquiet, vérifiait ses factures et passait des appels téléphoniques tendus. Puis, un matin ensoleillé, une lettre est arrivée qui a changé le cours de l'histoire. C'était un avocat représentant la famille de Cecilia, l'épouse décédée, qui informait que l'héritage qui appartenait à Lucas, par l'intermédiaire de ses grands-parents maternels, pouvait désormais être consulté si Augusto signait certains documents reconnaissant formellement la division des biens. Ces propriétés, situées dans une autre région du pays, n'avaient jamais été réclamées. Pendant des années, Cecilia a entretenu de bonnes relations avec la famille, mais Augusto, consumé par le chagrin et sa propre arrogance, n'a jamais voulu maintenir le contact. Désormais, ce qui était en jeu, c'était l'avenir de Lucas. Il y avait des ressources considérables qui revenaient de droit au garçon. C'était une somme qui, bien gérée, pouvait garantir son éducation et sa stabilité, sans qu'Auguste ait besoin de le manipuler comme auparavant. Cependant, la clause du document exigeait que la garde officielle de Lucas soit clairement stipulée. Si Augusto n'assumait pas la responsabilité formelle ou n'était pas apte, la famille maternelle pouvait réclamer la garde de l'enfant, de sorte que la succession serait administrée à son profit jusqu'à sa majorité. Face à cette possibilité, Augusto se sentit acculé. Il était financièrement fragile et craignait que, sans son ancien statut, il soit considéré comme inapte par la famille de Cecilia. Je pourrais perdre la garde de Lucas. C'est alors que, pour la première fois, il vit Maria comme une véritable alliée et pas seulement comme une servante. Il l'a appelée pour une conversation sérieuse. « Maria, je dois signer ces papiers pour que Lucas ait accès à ce qui lui revient de droit. Mais il existe un risque que la famille de Cecilia remette en question la garde de l'enfant et réclame sa garde. Je ne veux pas perdre mon fils, surtout maintenant que nous nous rapprochons.
Je ne sais pas quoi faire. Maria, après avoir lu rapidement le document, était heureuse de réaliser que Lucas aurait un avenir financièrement sûr. Mais en même temps, il comprenait le risque d'un conflit. La famille de Cecilia pouvait affirmer que Lucas était toujours pris en charge par Maria et qu'Augusto était absent, ce qui ne cesserait pas d'être vrai pendant longtemps. Pourtant, elle ne voulait pas voir Lucas éloigné de son père, maintenant qu'elle voyait une transformation chez Augusto. La voix de Maria sortit calmement. « Vous devez prouver que vous êtes un bon père dans la pratique. Et supposer que je vous ai aidé jusqu'ici ne vous rendra pas moins responsable. Au contraire, cela montre que vous vous souciez de l'enfant. » Ces paroles étaient comme une dose de réalité. Auguste commença à envisager pour la première fois qu'il pourrait peut-être signer un accord qui clarifierait le rôle de Marie dans la vie de Luc, une sorte de tuteur ou de gardien partagé, bien qu'informel. Cela montrerait au tribunal ou à quiconque que Lucas était bien soigné et qu'il y avait une figure maternelle stable dans sa vie. Après beaucoup de réflexions, Augusto décide de contacter la famille de Cecilia. C'était un grand pas, car je n'avais pas échangé un mot avec eux depuis des années. À sa grande surprise, il a trouvé une ouverture au dialogue. Il voulait juste s'assurer que Lucas était en sécurité et aimé. Lors d'une vidéoconférence, Augusto a promis de les impliquer davantage dans la vie du garçon en autorisant les visites et les contacts. Il leur a avoué avoir été négligent après la mort de sa femme, mais qu'aujourd'hui, il essayait de tout reconstruire. La famille de Cecilia, émue, accepta de transférer l'héritage à Lucas, à condition qu'un accord soit conclu qui lui garantisse une assistance adéquate. Dans le document, ils ont inclus une clause qui reconnaissait Maria comme une personne de référence et de confiance pour prendre soin du mineur au cas où Augusto ne serait pas présent ou capable. Le millionnaire a signé sans hésitation. Je savais que le prix de la perte de Lucas serait trop élevé. Lorsque Maria apprit le contenu final de l'accord, ses jambes faiblirent d'émotion. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il aurait une reconnaissance officielle de son rôle dans la vie du garçon qu'il a élevé avec tant d'amour. Bien qu'elle ne soit pas la mère biologique, son nom apparaît désormais comme celui d'un tuteur secondaire, officiellement enregistré sur papier, bien que dans un langage bureaucratique. Cela signifiait que personne ne pouvait l'arracher à la vie de Lucas sans conséquences juridiques. Avec cela, l'héritage a été libéré. Augusto, suivant les recommandations de l'avocat et aussi les souhaits de Maria, a décidé de placer l'argent dans un fonds sûr qui serait progressivement utilisé pour l'éducation de Lucas. Il ne serait plus nécessaire de faire de lui un poster boy pour sauver les finances de son père. Finalement, Lucas ne serait plus qu'un enfant. Le temps a passé et Augusto, petit à petit, a également trouvé de nouvelles opportunités de travail. N'ayant plus la pression de porter une entreprise géante sur ses épaules, il opta pour des investissements plus modestes et commença à vivre dans une réalité plus équilibrée. Il a laissé l'ostentation de côté, privilégiant la présence dans la vie de son fils. Si avant il se levait à l'aube pour travailler dans un bureau froid, maintenant il partageait certaines matinées avec Lucas, l'emmenant à l'école. Maria a continué à travailler dans la maison. Quelques mois passèrent, et au milieu des préparatifs de la nouvelle vie à l'étranger, la vie quotidienne dans la petite maison devint de plus en plus facile. L'environnement simple a contribué à renforcer les liens familiaux qui semblaient auparavant impossibles à créer. Lucas se rapprochait chaque jour de son père, découvrant en lui un compagnon de jeu et, même s'il y avait encore des insécurités, ils avaient tous les deux maintenant Maria pour régler les petites difficultés de la vie commune. Une nuit, alors qu'il préparait sa valise pour son dernier voyage, Augusto réfléchit à tout ce qu'il laissait derrière lui. De vieilles photos, des documents et des souvenirs réapparaissent dans des cartons. Lorsqu'il s'en rendit compte, il revoyait non seulement le visage de Cecilia, mais aussi les archives de l'enfance de Lucas, qu'il avait évité de regarder pendant des années. Il s'est arrêté devant une image en particulier. Lucas dans les bras de Mary, âgé de quelques mois à peine, souriant comme s'il y avait, dans cette étreinte,
de la place pour tout le réconfort du monde. À ce moment-là, Augusto s'est rendu compte que les choix qu'il avait faits dans le passé, motivés par la douleur et la froideur, avaient emprisonné son cœur. Mais il a également compris qu'il n'était jamais trop tard pour réécrire son propre destin. Le matin du voyage, Maria a tout vérifié pour s'assurer que rien n'avait été oublié. Les documents en ordre, les vêtements de Lucas soigneusement pliés, les jouets séparés. Lucas, tout excité, sautait dans les couloirs, impatient de connaître le nouveau pays et les aventures qu'il pourrait vivre. Cependant, avant de verrouiller la porte pour la dernière fois, Maria jeta un rapide coup d'œil à la maison où tant de moments mémorables avaient eu lieu. Il se souvenait des petits matins où il consolait le garçon, des conversations à voix basse dans les couloirs et des petites réalisations quotidiennes qui transformaient tout le monde. Augusto ferma soigneusement la porte, presque dans un geste de révérence. Dans la voiture qui les conduirait à l'aéroport, il rompit le silence. « Maria, merci de ne jamais avoir abandonné Lucas, et d'une certaine manière, moi aussi. » Elle lui rendit un léger sourire, sans rien dire. Je savais que cette reconnaissance était remplie d'une sincérité qui n'existait pas auparavant. Le voyage était paisible, et Lucas observait chaque scène différente à travers la fenêtre, nourrissant son imagination d'enfant de l'attente d'un monde nouveau. Arrivés à destination, ils trouvèrent un petit appartement cosy, déjà meublé simplement, prêt à les accueillir. Les premiers jours, tout était nouveau. La langue, les rues, la routine. Mais pour Lucas, il suffisait d'avoir la présence de son père et de Mary à proximité pour se sentir en sécurité. Il a rapidement commencé à suivre des cours dans une école bilingue, où il a pu se faire de nouveaux amis et élargir ses horizons. Augusto, à son tour, s'est plongé dans des défis professionnels. Même si la responsabilité était grande, cette fois-ci, il y avait de la place pour la famille dans son emploi du temps. Il s'assurait de rentrer à la maison avec le temps d'écouter les histoires de Lucas, de vérifier ses tâches et même de lui apprendre à faire du vélo le week-end. À chaque obstacle qui se présentait, il se rappelait comment il avait presque perdu son fils, non pas par la mort, mais par l'indifférence. Et cela le motivait à persévérer. Maria, s'adaptant à sa nouvelle adresse, a trouvé sa place naturellement. Elle n'était plus seulement une servante, elle était une gardienne, une amie, une mère dans l'âme. Il a réussi à communiquer avec ses voisins de toutes les manières possibles et a commencé à fréquenter les parcs et les foires locales, partageant des sourires avec ceux qui ne comprenaient pas très bien le portugais, mais qui captaient la générosité dans ses gestes. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché avec des sacs, Lucas leur a demandé de s'arrêter à un stand de fleurs sur le trottoir. Il a montré un petit pot contenant un plant de tournesol et a supplié, les yeux brillants, de le ramener à la maison. Maria rit en signe d'approbation et Augusto paya la plante. Une fois dans l'appartement, Lucas a placé le vase sur le rebord de la fenêtre qui recevait le plus de soleil. C'était sa façon de quitter sa maison avec un regard plein d'espoir et de lumière. « C'est pour toi, Maria », dit fièrement Lucas. Parce que tu es comme un tournesol, m'apportant toujours de la lumière. Maria était émue. En regardant le garçon et son père, elle remarqua qu'ils rayonnaient tous deux une forme de lumière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le désir d'être une famille unie. Le passé serait marqué par des erreurs et de la douleur, mais l'avenir, désormais, était construit sur les fondements de la vérité, d'un repentir sincère et d'une véritable affection. Ainsi, la vie continua. Il n'y avait plus de grandes fêtes mises en scène, ni de tapis rouge, juste une complicité cultivée au prix de beaucoup d'efforts et d'une véritable affection. Les jours allaient encore apporter leur lot de défis. L'absence de Cecilia, les surprises du nouveau travail, l'adaptation de Lucas à l'école, mais rien ne semblait insurmontable. Chaque aube était l'occasion de renforcer le lien entre père et fils, toujours sous le regard attentif de Marie. Lors d'une soirée particulièrement calme, ils étaient tous les trois assis à table. En mangeant un dîner simple que Maria avait préparé, ils ont parlé de la grandeur du monde et des nombreuses aventures qui les attendaient encore.
Lucas, au milieu d'une conversation sur les dessins animés, dit soudain « J'aime vraiment vivre comme ça. J'aime avoir papa et toi ensemble, Maria. On dirait qu'on est une équipe. » Augusto sourit et lança un regard reconnaissant à Maria. Et tandis que la douce brise entrait par la fenêtre, balançant doucement le tournesol sur le rebord de la fenêtre, Maria sentit cette certitude inébranlable dans sa poitrine. Elle avait élevé le fils de son patron comme s'il était le sien. Mais maintenant ils formaient, en fait, une famille. Et sans avoir besoin de fêtes glamour ou de discours répétés, ils ont trouvé ce que chacun, au fond, recherche. Le véritable bonheur qui naît lorsque l'amour surmonte toute barrière et renouvelle l'espoir d'un nouveau départ.